Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire dédié au financement de projets. Nous allons pouvoir démarrer le webinaire en question. Je voudrais commencer par quelques petites modalités concernant l'événement. Donc celui-ci sera enregistré et le replay sera disponible sur notre site web dans la rubrique vidéo en replay. Les slides vous seront également transmises par mail à l'issue de la présentation. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser le module questions sur votre tableau de bord à l'écran en précisant l'objet de la question. Donc, projet France, challenge IA, plan de relance ou projet Europe. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Et enfin, à la fin de cette présentation, une enquête de satisfaction s'affichera à votre écran. On vous remercie de bien vouloir prendre 1 ou 2 minutes pour y répondre, pour nous aider à nous améliorer toujours un petit peu plus. Je laisse maintenant la parole à Fabienne de Thomas, qui va vous faire un petit tour d'horizon des prochains rendez-vous SCS à ne pas manquer. Fabienne, je te laisse prendre la main. Oui, bonjour Nadira, vous m'entendez? Très bien. Ok, bonjour à tous, bienvenue. Oui, un rapide aperçu des prochains événements. Eh bien, c'est vendredi à 11h, un webinaire d'une durée d'1 heure, 1h15 sur l'IA embarquée, où on vous expliquera tous les concepts du edge, du full edge, du cloud IA et toutes les différentes technologies et approches utiles et bénéfiques selon le cas d'usage envisagé. Ce sera avec Smart DTV et avec Cartesiam pour différents cas d'usage, je le disais, donc dans le domaine du Smart Retail, Smart Industry, Smart City. Après, un autre webinaire un peu différent, mais très utile également sur l'interface utilisateur. Donc, comment visualiser, comment permettre aux décideurs de construire son IHM avec Twito, ce sera le 14 janvier. Et puis, un autre sujet en janvier sur l'hébergement de données, hébergement de données privées, publiques ou cloud. Qui choisir? Ce sera avec TAS France. Et enfin, en février, un autre webinaire autour des plateformes IoT et comment monter son projet IoT from scratch, j'allais dire, rapidement et en un temps record, en moins de 5 jours, avec IoThink Solutions. Voilà, un autre événement intéressant aussi qui devrait vous intéresser si vous voulez découvrir les services SCS, ce sera le 15 décembre matin, journée transformée, je dirais, en matinée à cause évidemment du contexte sanitaire, avec un bilan de 2020 et les perspectives 2021. Et puis, les publications qui sont téléchargeables sur le site du pôle SCS, feuille de route sur les 4 domaines axes stratégiques de pôle SCS et cartographie des laboratoires intelligence artificielle et plus récemment microélectronique. Voilà, c'est fini pour moi. Gérard, je te laisse prendre la main pour la suite. Parfait, merci beaucoup Nadira et Fabienne. Donc, je suis Gérard Martinez, directeur innovation du pôle. Donc, je vous avais en visu l'agenda. Donc, c'est un agenda qui est un petit peu chargé, donc un agenda de fin d'année. Bon, je pense que on ne sera pas exhaustif sur l'ensemble des appels à projets, mais on fera une focalisation sur les éléments les plus déterminants et les plus significatifs sur la période des 3 à 4 mois qui viennent. On a essayé aujourd'hui donc aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus interactif. Donc, il y aura une partie qui sera liée à l'interview de 2 de nos experts de la commission projet, et puis quelque chose qui devra illustrer un petit peu l'objectif de cette présentation, qui est le témoignage donc de la société ELA Innovation, qui a donc été sélectionnée sur le concours Innov en vague 6 et qui vous fera un témoignage, l'objectif étant vraiment de vous montrer le timing nécessaire entre l'élaboration de votre projet, la labellisation bien entendu, le dépôt et la sélection. Un élément ensuite sur les projets européens, notre offre d'accompagnement, et puis on arrive en fin donc du programme Horizon 2020 cette année, et on se projette déjà sur les 6 prochaines années au travers de Horizon Europe. Donc là, Marielle Campanella de l'équipe SCS vous fera aussi une vision globale. Par contre, il y a un élément extrêmement intéressant qui sera de vous expliquer le rôle d'SCS principalement dans les appels à projets ou les projets de type cascade funding.
qui sont extrêmement utiles à la fois pour notre écosystème, mais qui doivent aussi permettre à nos membres d'aller au-delà de l'écosystème régional et d'être sur un écosystème européen. Et puis, bien entendu, une session de questions-réponses, mais comme l'a souligné Nadira, si il y en a trop, on les prendra et on vous répondra en direct et elles seront ensuite diffusées sur notre site web. Donc, pour démarrer maintenant sur l'aspect appel à projet, la genèse, c'est tout d'abord votre projet qui fait partie et qui est la partie fondamentale à travailler initialement. Bon, c'est un certain nombre de généralités que je vais lister, mais il est toujours bon de les rappeler parce que parfois on est plutôt trop focalisé sur l'appel à projet et après on essaie de se dire quel type de projet je peux faire, alors qu'en fait l'objectif n'est pas là. L'objectif c'est de démarrer votre projet et ensuite d'avoir une bonne visibilité sur l'ensemble des appels à projets qui vont vous permettre d'accélérer ou vous permettre de développer ce projet. Donc, bien entendu, là, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, mais ce sont vraiment les points clés que l'on attend, nous, lorsqu'on aborde avec l'ensemble de nos membres votre projet et qu'on essaye de le cadrer par rapport à un appel à projet. Donc, les attentes du marché. Bien entendu, la plupart du temps, on est sur des appels à projets de type innovation, mais vous verrez quand même que dans le cadre du plan de relance, c'est un petit peu différent, avec des problématiques techniques ou scientifiques ou de business model. Donc là, c'est tout ce que l'on appelle les verrous. Bien entendu, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir bien en tête et de savoir le formaliser, c'est le plan projet, c'est-à-dire votre projet, il a un T0, il a une fin, il a un objectif et il a des jalons. Donc un travail cohérent qui soit à la fois bien perçu, mais aussi compréhensible. Donc inutile d'avoir quelque chose de très exhaustif, mais vraiment les éléments clés de votre projet. Bien entendu, sa viabilité financière, tant d'un point de vue projet, mais aussi les projections. Ce projet va servir à quoi? Il s'insère dans une dynamique business et il faudra bien entendu très bien aborder les débouchés et principalement l'impact, son impact économique en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi, aussi en termes de stratégie, en termes de filière. Donc tous ces éléments doivent être aussi bien identifiés. Et bien entendu, ensuite, il y a tout le processus qui est la labellisation au travers du pôle. Un autre point important qui doit être bien intégré au moment où vous avez le projet en tête et que vous avez potentiellement identifié un appel à projet, c'est de bien comprendre l'objectif des appels à projets. L'objectif des appels à projets, ce sont des guichets, mais ce sont des moyens pour accélérer votre développement, mais aussi dans une dynamique et un objectif national, donc ou régional en fonction de l'appel à projet. Donc, bien entendu, s'assurer que l'ensemble des dépenses qui sont relatives à votre projet sont bien en local, au sens régional, si c'est un appel à projet régional, ou national, si c'est un appel à projet beaucoup plus large. Généralement, ce qui est intéressant, c'est comment s'effectuent les aides de financement. Il faut savoir que si vous avez un projet, une partie du projet peut être éligible à un financement et la partie qui n'est pas éligible reste toutefois éligible au CIR, que vous utilisez pratiquement tous. Un point aussi très important, c'est vos capacités financières. Et là-dessus, il y a un élément déterminant, c'est toujours d'avoir en tête votre niveau de fonds propres. Donc, il faut savoir que de manière générale, à 90% des appels à projets, vous ne pouvez bénéficier d'1 euro d'aide si vous avez l'équivalent en fonds propres. Donc, pour faire simple, un fonds propre à 200 000 € vous permet d'avoir au maximum 200 000 € d'aide.
Et il y a aussi d'autres paramètres, la plupart du temps, qui sont aussi vérifiés. C'est la pérennité de l'entreprise. Donc, bien entendu, on est dans un contexte extrêmement complexe et difficile actuellement. Donc, il y a aussi un peu de flexibilité sur certains types d'appels à projets. Mais de manière générale, une société en difficulté aura beaucoup ne sera pas en bonne position pour obtenir soit des avances remboursables, soit des subventions, si elle n'est pas capable de montrer la viabilité. Donc, on peut être en difficulté, mais il y a un certain nombre de paramètres permettant de dire que vous avez la maîtrise de cette difficulté. Donc ça, ce sont, je dirais, des éléments génériques, des éléments, des points de base sur lesquels je vous invite, je les rappelle à chaque présentation, mais je pense qu'ils sont indispensables dans le cadre de l'élaboration de votre projet. Un élément aussi qui est assez déterminant dans la structure et dans la nature des appels à projets, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'innovation ou ce qu'on appelle le TRL hein, pour sa partie anglophone. C'est de savoir donc comment vous situez votre projet au début et à la fin. Donc typiquement donc des TRL 4, ça veut dire que vous avez déjà une validation ou un prototype ou une maquette en laboratoire et à l'issue de votre projet, vous voulez être à un TRL 7. Donc ça veut dire que vous avez déjà un prototype et que vous êtes pratiquement prêt pour passer sur un système plus ou moins achevé, qualifié en TRL 8 ou 9, pour être disponible sur le marché. Donc ça c'est une espèce de checklist hein, que je vous ai donnée. Je vous invite à prendre les points un par un et à en faire vraiment votre checklist avant de dire voilà, je voudrais répondre à tel appel à projet. Il est indispensable d'avoir bien en tête tous ces éléments. Et à partir de là, vous allez vous projeter sur un panorama. Donc là-dessus, bien entendu, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont les appels à projets, du moins au niveau de l'écosystème du pôle CS, qui sont les plus, je dirais, déterminants et les plus récurrents. Hein, c'est-à-dire que chaque année, vous avez un appel à projet de type PSPC national, vous avez un appel à projet PSPC région, vous avez le concours Innov 2 fois dans l'année, vous avez actuellement le concours ILAB, ou tout au long de l'année des projets comme les projets d'innovation en région Sud-PACA. Bien entendu, il y a aussi donc les appels à projets liés à l'Agence nationale de la recherche, donc l'ANR, qui sont aussi qui font partie aussi de ce panorama et qui sont sur des périodes. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer par rapport à ce qu'on a dit précédemment au niveau des TRL, donc des TRL de 1 à 9, et puis des assiettes projets qui vont donc de l'ordre de 100 000 € à plus de 10 millions par moment, et savoir comment vous pouvez vous situer par rapport à votre projet. Donc, vous verrez dans le cadre de la présentation de la société ELA, qui avait donc ciblé le concours Innov et qui avait donc identifié le TRL de son projet par rapport au budget. Et c'est principalement par rapport à ça qu'ils se sont focalisés sur le concours Innovation. Donc, dans les slides qui vont suivre, on ne va pas parcourir l'ensemble des appels à projets, mais on va plutôt se focaliser là actuellement sur les appels à projets qui sont actifs. Donc, il y a un appel à projet collaboratif. Donc, collaboratif, ça veut dire que vous avez un consortium. Et dans le cas du PSPC national, c'est un consortium qui a à minima 2 entreprises et un organisme académique ou de recherche qui vient compléter ce consortium. Donc là-dessus, on n'est pas sur des thématiques bien précises, mais par contre, on aura une priorité sur les projets qui s'inscrivent sur les filières stratégiques. Donc, il y en a à peu près moins d'une dizaine, mais toutes les filières stratégiques qui sont listées sur cet appel à projet.
Alors bien entendu, là on est sur des projets assez importants, puisque si vous regardez l'aspect budgétaire, donc l'aspect budgétaire c'est l'assiette complète du budget, hein, on ne parle pas d'investissement pour l'instant, on parle du budget du projet. Donc on est quand même sur des budgets qui sont de l'ordre de 4 millions d'euros, voire 50 millions d'euros pour les projets les plus significatifs et qui sont portés sur des filières stratégiques. Et puis, ce qui est assez dimensionnant, c'est que vous avez un taux d'aide qui varie de 30 à 50% et qui est un mix en général de subventions et d'avances remboursables. Donc, vous pouvez être sur une portion de votre projet qui va être en subvention et une portion de votre projet qui va être en avance remboursable. Alors, tout ça, en général, se décide au moment où le projet est sélectionné. Et donc, au moment où vous signez une convention de projet, en général avec la BPI, et là, donc, la BPI vous fait une proposition en vous précisant que telle partie sera donc sous forme de subvention et telle partie sera sous forme d'avance remboursable. Ce qui est très important, c'est que de manière générale, la labellisation par un pôle est optionnelle, hein, afin de ne pas être discriminant. Par contre, de manière générale, c'est un bonus en termes de présélection. Donc, il y a un processus qui va d'abord être de présélectionner un certain nombre de projets, ensuite une audition et ensuite une deuxième sélection qui va donc définir les lauréats qui seront donc sujets à l'appel à projet. Et bien entendu, vous avez aussi la possibilité d'avoir un bonus financier. Donc, bien entendu, ce sera capé à 50%, mais si, en fonction de la nature de votre entreprise, vous êtes éligible à, par exemple, 40% de subvention, le fait d'avoir une labellisation peut vous donner un bonus financier vous permettant d'atteindre 50%, qui est bien sûr le maximum. Donc, pour finir sur cet appel à projet, c'est un appel à projet qui, donc les relèves, ce qu'on appelle les relèves, ça veut dire les dépôts des projets, se fit au fil de l'eau avec une relève mensuelle. Donc, chaque mois, le comité de pilotage gouvernemental et BPI va faire une relève de ces projets et va les instruire. Et donc, cet appel à projet se termine en fin juin 2021. Avec une relève pratiquement tous les mois. Okay. Alors, il faut savoir que cet appel à projet est soumis à une décision finale par le Premier ministre, du moins par son équipe, sur avis de la SGPI. Ça veut dire qu'il y a quand même toute une série d'instructions. Bon, comme vous pouvez le noter, ce sont quand même des appels à projets qui sont de 4 à 50 millions d'euros, donc très conséquents et bien entendu sujets à un processus parfois un peu long, mais lié à l'assiette des projets. Alors, on a l'équivalent qui est sur des projets avec des budgets différents, hein, qui sont plutôt de 1 million d'euros à 4 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle des PSPC régions. Et donc là, vous avez au niveau du comité de pilotage, donc la région qui fait partie de l'instruction de ces projets. Donc, bien entendu, cet appel à projet s'est terminé au mois de novembre, mais je pense qu'il est important pour vous de bien prendre conscience que ce sont des appels à projets qui se structurent bien en amont, puisque déjà, d'une part, ils sont collaboratifs, donc ça veut dire que vous êtes au minimum 2 entreprises et un organisme de recherche, que le projet doit avoir atteint un bon niveau de maturité dans sa formulation, et qu'il n'est pas pensable en général de se présenter un mois avant sans avoir travaillé au préalable. Donc pour information, nous avons déposé 3 projets PSPC région. Nous en avons labellisé 4. Malheureusement, il y en a un qui n'a pas pu se formaliser de par le fait des contraintes au niveau de l'accord consortium. Et donc 3 projets PSPC ont été déposés et sont actuellement en cours d'instruction. Donc les sociétés qui ont été donc labellisées ont ensuite été auditionnées par la région, l'État
et la BPI et ont un premier niveau de sélection. Et puis après, vous rentrez, donc la présélection a été faite ce mois-ci et maintenant, il va y avoir une délibération qui va donc se mettre en place pour avoir une réponse qui sera aux environs du mois de février pour savoir quels sont les projets qui sont sélectionnés. Donc, en termes d'appel à projets très intéressant, et là, on s'adresse plutôt à des PME, TPE, voire des startups, c'est les projets d'innovation en région Sud PACA. Donc là, ce sont des projets monopartenaires qui sont portés par une société dans des filières qui sont identifiées comme étant stratégiques au niveau de la région. Donc, en ce qui concerne l'écosystème du pôle SCS, on est bien entendu sur tout ce qui est technologie du numérique, mais on a aussi de plus en plus de projets qui sont la plupart du temps un peu co-labellisés dans le cadre de la santé, de la silver économique, mais aussi dans l'optique et la photonique. Et là-dessus, on a toute la collaboration au niveau des pôles en termes de co-labellisation. Alors, bien entendu, la labellisation, encore une fois, est optionnelle, hein, et là, c'est plus un bonus qualitatif et un terme de maturité par rapport au projet qui est amené au niveau du comité de pilotage de la région Sud. Et puis, on a deux volets. Un volet qui est un volet faisabilité sur des projets de 12 mois maximum et un volet qui est plutôt développement et industrialisation qui peut aller jusqu'à 24 mois. Ce qui est intéressant pour les TPE, PME ou startups, c'est principalement le volet faisabilité. On est sur des TRL qui sont assez bas et on a des budgets de projet qui sont de l'ordre de 200 à 400 € avec en général 50% de subvention et une avance au moment de la sélection du projet, une avance de cette subvention de l'ordre de 70%. Donc c'est un appel à projet qui rencontre pas mal de succès au niveau de la région Sud, hein, et qui a été abondé fin septembre parce que les budgets étaient épuisés, qui a été abondé avec un supplément pour être ouvert jusqu'à la fin de cette année, sachant qu'il sera renouvelé en 2021. Donc dès l'instant où les budgets seront finalisés et votés au niveau de la région Sud. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de taux de succès, lorsque vous avez une labellisation, aujourd'hui, on est capable de vous donner un certain nombre de métriques. Donc, en termes de faisabilité, on a un taux de succès qui est de l'ordre de 40%. Et lorsqu'on est en développement et industrialisation, on a un taux de succès qui est plus ou moins de l'ordre de 60%. Donc, je dirais pratiquement une chance sur deux, lorsque vous êtes labellisé, d'obtenir soit de l'avance, soit de la subvention, soit de l'avance remboursable. En ce qui concerne l'écosystème du pôle SCS, on a aussi un appel à projet actuellement extrêmement bien ciblé. Donc qui s'inscrit dans un programme qui s'appelle Grand Défi Cybersécurité. Et c'est un appel à projet donc national, principalement pour des projets de recherche et développement et d'innovation. Les entreprises, il n'y a pas de critères spécifiques, hein, ce sont des entreprises de toute taille, avec un certain nombre de flexibilités aussi au niveau des fonds propres, parce que cet appel à projet est là pour encourager des petites structures avec potentiellement des innovations significatives nécessitant justement un développement et une accélération rapide, puisqu'en fait, on peut être sur des projets de l'ordre de 1 million d'euros à 2 millions d'euros, et ce sont des financements de type subvention pouvant atteindre 50%. Donc là-dessus, on est sur des projets pouvant aller de 12 à 15 mois, et on dépose les projets au fil de l'eau, avec donc une clôture de cet appel à projet fin mai 2021. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est un appel à projet qui rencontre un certain succès et qui aujourd'hui peut se terminer avant en fonction de la dépense du budget global. Donc, bien entendu, on est jusqu'en Q2 2021
mais je pense que si vous avez des projets aujourd'hui en cours de gestation, il serait judicieux de les déposer avant la fin du premier trimestre 2021. En ce qui concerne le pôle SCS, on est plutôt sur l'axe 2, qui sont tout ce qui tourne autour des objets connectés. Mais bon, prenez la peine de télécharger au travers de notre site web, vous avez le lien, l'ensemble du cahier des charges, parce que sur l'axe 3, vous avez aussi toute une thématique qui est ouverte à notre écosystème Pôle SCS. Un autre appel à projet, donc, qui sera l'objet du témoignage que l'on va avoir tout à l'heure, c'est le concours Innov. Bon, il s'est terminé, je dirais, ce mois-ci ou même fin octobre. Ceci étant, en général, on a des relèves d'appel à projet qui sont en mai et en octobre. Et vous allez voir au travers du témoignage que si vous considérez que vous pouvez cibler cet appel à projet, il sera fort utile pour vous de démarrer votre projet déjà en interne dès début de l'année et d'envisager des labellisations à partir du mois de mars afin de pouvoir atteindre le bon niveau de maturité au niveau du dépôt du dossier. Là, on est sur des assiettes projets de l'ordre de 600 K euros à 5 millions d'euros. Tout type d'entreprise peut postuler. Toutefois, on est quand même sur la contrainte en ce qui se concerne cet appel à projet sur la limitation de subventions ou d'avances remboursables qui sera limitée à vos fonds propres. On est sur des critères de sélection. Alors, bien entendu, ça s'inscrit dans un critère d'innovation. Mais il faut vraiment que vous ayez une preuve de concept qui soit extrêmement bien établie, donc un très bon niveau de maturité, et il y a une viabilité économique du projet, tant d'un point de vue exécution que d'un point de vue business. Bon, je ne vais pas vous lister l'ensemble des thématiques, mais vous voyez bien qu'elles s'inscrivent parfaitement en ce qui concerne celles qui ont été sélectionnées, qui sont listées ici, avec l'écosystème du pôle. Et bien entendu, la partie labellisation vous offre un bonus en présélection et un bonus financier. Vous avez l'équivalent qui est le concours e-Lab. Par contre, là, qui va s'adresser pour justement les sociétés qui n'auraient pas trouvé ou qui seraient un petit peu limitées en fonds propres par rapport au concours Innov précédent. Le concours e-Lab s'inscrit principalement pour des sociétés de moins de 2 ans ou des sociétés qui sont en cours de création. C'est très favorable si vous êtes, par exemple, sur une espèce de spin-off d'un académique où vous avez une technologie qui va être mise en œuvre au sein d'une entité légale et d'une société. Donc, ce sont des projets qui s'inscrivent dans de la création et du développement, bien entendu avec une faisabilité technique, économique et juridique viable. Et bien sûr, ce que l'on encourage, c'est dans le cadre de création d'entreprise. Durée de projet de 12 à 36 mois, des montants qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros sur l'assiette projet et un taux de subvention qui est extrêmement intéressant puisqu'il est de l'ordre de 600 K euros si vous êtes sur une assiette de projet d'1 million d'euros. La date de limite pour le concours e-Lab pour du moins cette année sera jusqu'au mois de début février 2021. Nous avons en cours 2 projets qui vont être labellisés pour être déposés soit en fin d'année, soit en début d'année et prêts pour cette première relève. Très intéressant, je vous invite à aller voir au niveau du site de la BPI. Vous avez aussi un certain nombre de témoignages et de typologies de projets qui vous permettent de bien comprendre quels sont les projets qui sont sélectionnés. Là, je vais passer la parole à Fabienne, qui donc au sein d'ACS gère tout ce qui est le challenge IA. Et donc, il y a eu plusieurs vagues. Là, on en est à la vague 3, qui est un appel à projet à la fois pour des sponsors et après un appel à projet pour des lauréats. Donc, Fabienne, je te laisse la main pour cette partie.
Oui, merci Gérard. Oui, donc nous arrivons à la vague 3 des Challenge IA, donc dispositif financé par le PIA, opéré par BPI et avec le soutien de la DGE, donc la Direction Générale des Entreprises. Nous avons récemment publié les sponsors de la vague 2 et les lauréats de la vague 2 avec donc un binôme grand groupe ou grosse PME qui soumet une problématique très complexe au niveau national, et SAFE, donc le pôle SAFE et le pôle SCS ont gagné un appel d'offres en 2019 pour pouvoir orchestrer et accompagner à la fois les sponsors dans la rédaction de leur challenge et à la fois les lauréats ou les startups IA qui souhaiteraient donc répondre et qui sont soumis à un comité d'experts. Donc là, c'est la fin de la vague 2, mais la nouvelle vague 3 devrait être lancée dans les jours qui viennent ou peut-être début janvier. Donc là, je n'ai pas de date à vous communiquer, mais la cible, ce sont donc toutes startups ou PME ayant un fort savoir-faire en intelligence artificielle qui pourra apporter la meilleure solution technique à la problématique IA proposée, donc pourra bénéficier de ce dispositif qui a l'avantage, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les lauréats fraîchement sélectionnés, qui a l'avantage, si vous voulez, d'être très équilibré en termes de dossiers. Donc, ça n'est pas un dossier très conséquent comme on peut peut-être le voir à l'Europe, mais ça a aussi l'avantage d'avoir une problématique très ciblée. Et donc, quand on candidate, effectivement, on doit mettre un certain effort, mais on sait là où on va, et c'est un dispositif qui a été jugé donc très pertinent en termes d'équilibre, réponse et sollicitation ou ressources sollicitées au sein de la PME. Donc, l'avantage, c'est que vous allez travailler, donc si vous êtes sélectionné en tant que start-up ou PME lauréate pendant 9 à 12 mois avec donc le sponsor qui a soumis le challenge. Vous bénéficiez d'une aide de jusqu'à 100 000 euros de subvention, dont 80% vous sont versés avant de commencer et au moment du conventionnement avec BPI. Et voilà, les critères de sélection, bah, vous les voyez. Hein, il faut bien sûr que la solution technique soit très innovante, mais aussi l'avantage de ce dispositif, je dirais, c'est que la start-up IA qui travaille sur ce dispositif conserve entièrement la propriété intellectuelle des travaux réalisés. Donc, vous avez une maîtrise, je dirais, de tout le développement qui vous est restitué en fin de collaboration, et vous pouvez ensuite, c'est ce que je vois dans la vague 1 qui vient de se terminer, négocier avec le sponsor une sortie de projet qui va à votre avantage. Voilà, donc je n'ai pas de date à vous communiquer, mais restez ouverts. Le lancement de la vague 3 devrait avoir lieu et être officiellement lancé par BPI dans les jours à venir. Voilà, merci. Merci Fabienne. Juste pour compléter, donc ce type d'appel à projet s'inscrit donc dans la fonction de catalyseur d'open innovation du pôle SCS. Et si cela vous intéresse, je vous invite à participer à notre journée annuelle qui se fera aussi en webinaire, mais pour laquelle nous avons un focus particulier avec des témoignages. Hein, et sachant qu'en plus, au niveau des lauréats, c'est ouvert, hein, donc ce ne sont pas uniquement des lauréats qui sont de la région, mais c'est ouvert à des lauréats au niveau national. Hein. Tout à fait. Voilà, merci Fabienne. Donc, un élément, je dirais, qui est extrêmement déterminant dans le contexte actuel, autant au niveau économique, mais aussi au niveau sanitaire, bien heureusement. Donc, faut savoir, donc vous en avez tous entendu parler, le plan de relance France, qui est un plan de relance très ambitieux. C'est un plan qui est doté de 100 milliards d'euros sur 2 ans. Hein, donc extrêmement significatif. Et dans ce plan de relance, il y a 3 grands volets, et parmi ces 3 grands volets, il y en a un qui est la compétitivité et l'innovation. Et ce plan de relance a un budget de 35 milliards. Alors bien entendu, ce n'est pas uniquement pour des appels à projets, il y a aussi un volet qui est lié à la baisse d'impôts de production, des soutiens aux entreprises. Mais par contre, il y a un plan de relance qui se concrétise sur des appels à projets. Donc, en ce qui concerne le pôle SCS, on a 2 appels à projets significatifs, et ce n'est pas limitatif, mais sur lesquels on met beaucoup d'emphase et pour lesquels on a commencé
a démarré dès la fin août pour déposer des projets et labelliser et déposer des projets avec nos membres. Donc, ce sont des projets qui n'ont pas nécessairement de caractère d'innovation ou de R&D pur. Hein. Ce sont, comme vous le voyez ici, l'objectif, c'est de renforcer l'autonomie et la résilience des filières industrielles françaises. Donc, on est dans des projets où on a une entreprise qui décide de créer une nouvelle unité de production. Et quand on dit production, c'est vraiment de l'investissement hein, au sens machine, ça peut être au sens bâtiment, ça peut être au sens main-d'œuvre, qui sont aussi des investissements dans des unités de production existantes pour à la fois augmenter la capacité de production, qui parfois était délocalisée, qui peut être donc relocalisé, ou pour avoir des gains de productivité. Donc des projets que vous aviez sous le coude, mais malheureusement, compte tenu du contexte, vous n'êtes pas en mesure de démarrer vos investissements en fonds propres. Donc ce sont des projets qui sont éligibles à cet appel à projet. Et bien entendu, aussi des projets où vous avez de l'innovation, dans un procédé technologique que vous ne pouvez pas mettre en œuvre, encore une fois, de par le contexte économique et pour lequel vous ne souhaitez pas prendre de risques. En fait, il faut bien comprendre que l'objectif du gouvernement, c'est d'utiliser ces plans de relance pour vous donner l'accélérateur par rapport au contexte. Autre élément extrêmement déterminant, ce sont des projets qui sont de l'ordre de 1 million d'euros, voire 10 millions, voire plus par moment, mais sur lequel vous avez un taux d'aide de 80% pour le premier million d'euros de votre assiette projet. Donc pour faire simple, vous avez 1 million d'euros, votre projet fait 1 million d'euros, vous pouvez, si vous êtes sélectionné, avoir 800 000 € de subvention. Voilà. Donc c'est extrêmement intéressant. Ce sont des projets qui peuvent être très court terme, de 8 à 36 mois. Donc ça veut dire que vous avez en attente une augmentation de capacité de votre production. Votre chaîne et votre investissement étaient de l'ordre de 1,5 million. Si vous êtes sélectionné, vous avez donc 1 million qui peut être subventionné à 80%, donc 800 000 €, et 500 000 € qui peuvent être subventionnés pratiquement jusqu'à 60%. Donc, vous avez pratiquement sur un projet d'1,5 million, vous pouvez bénéficier d'1,2 million ou d'1,3 million de subventions. Bon. Bien entendu, il y a des thématiques hein, qui sont ciblées, des thématiques qui sont sur la santé, donc c'est pas nécessairement dans l'écosystème du pôle SCS, mais dans la santé, on a beaucoup de numérique, on a beaucoup d'entreprises ou de PME qui se lancent dans le numérique, dans l'amélioration de nouvelles chaînes de production, parfois avec un caractère innovant parce que ça va intégrer de l'optimisation à base d'IA, par exemple. Hein. Je vous donne ça parce que c'est un des projets que l'on a labellisé et soumis. Bien entendu, dans l'électronique ou la microélectronique, et là, on a des relocalisations de chaînes de production. C'est un exemple qui est aussi dans notre écosystème, ou une nouvelle création d'unités de production ou un souhait de création d'unités de production par rapport à des technologies nouvelles. Et puis après, il y a un volet que l'on va qualifier 5G, qui est un petit peu moins qui n'est pas du tout dans la notion de création d'unités de production, mais qui est plutôt dans des projets, d'abord bien localisés en France, mais qui sont sur l'aspect applicatif de la 5G sur des marchés verticaux. Et ce que l'on voit, c'est de plus en plus de projets qui sont très orientés 5G réseau privé au service de l'industrie 4.0. Donc ça, c'est, je dirais, une thématique très forte et pour laquelle il y a beaucoup d'appétence au niveau de cet appel à projet. Bien entendu, comme on est dans un caractère numérique au niveau du pôle, on labellise aussi des projets qui peuvent être dans le secteur de la métallurgie ou de
la mécanique, par exemple, mais qui est en train de basculer justement dans une industrie 4.0, donc avec une forte connotation numérique. Et là-dessus, on peut se retrouver en labellisation ou co-labellisation avec d'autres types de pôles. Mais vraiment, les éléments les plus significatifs au sein du pôle, ce sont l'électronique, la microélectronique, la 5G et le caractère santé, ce qu'on appelle les medtech principalement. Dans le même aspect, il y a un volet un peu régional qui est le soutien à l'investissement industriel dans les territoires. Donc c'est pratiquement l'équivalent de ce que l'on a vu précédemment, mais il n'y a pas de thématique bien précise. Et là-dessus, on va s'appuyer sur les thématiques qui sont prioritaires au niveau de la région. Donc là-dessus, on est sur le même type de principe avec un taux d'aide qui peut aller jusqu'à 80%, sachant que dans les budgets projets, on démarre un peu plus bas que précédemment. On est sur des projets pouvant démarrer à 400 000 € jusqu'à quelques millions d'euros en fonction de votre projet. Et bien entendu, on reste dans le même esprit que précédemment, donc un caractère exceptionnel de subvention pouvant aller jusqu'à 80% pour le premier million. La durée des projets ne peut pas dépasser 24 mois et au niveau de la décision, c'est une décision qui est un consensus entre l'État, la région et ensuite en termes d'opérateurs, vous êtes en général au niveau de la BPI. Un élément que j'ai un petit peu oublié précédemment, c'est que dans le cadre donc du plan de relance, on est bien entendu sur une date aujourd'hui, le plan de relance est prolongé, on est sur des relèves. Donc on a une relève le 26 janvier, le 31 mars et le 6 juin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes au sein du pôle SCS, vous faites labelliser, on dépose le projet et le projet sera donc commencera à être instruit à partir du 26 janvier et ainsi de suite par rapport aux dates que vous voyez. Et la dernière relève se fera au mois de juin, sachant que l'on sait déjà que l'appel à projet pour 2022 sera actif pratiquement au mois d'août, hein, donc avec un niveau de relève. Ce qu'il faut savoir aussi, un point particulier, si vous n'êtes pas sélectionné, vous êtes labellisé, on a déposé en janvier. Si vous n'êtes pas sélectionné sur l'appel à projet en janvier, vous êtes quand même rééligible pour la prochaine session. Parce que vous pouvez ne pas être sélectionné tout simplement parce que il y a quand même beaucoup de dossiers. Donc ça veut dire que le dossier n'a pas pu être instruit jusqu'au bout, ou potentiellement il y avait d'autres projets plus prioritaires, mais vous restez éligible pour les sessions qui suivent. Voilà. Donc, ce plan de relance, je pense qu'il est extrêmement important. Je vous invite à regarder au sein du pôle SCS et son site web l'ensemble des cahiers des charges. On a démarré notre information plan de relance au mois d'août, septembre, on va dire en fonction d'éléments préliminaires. Et on a eu aujourd'hui pratiquement 6 projets qui sont en cours d'instruction, 4 qui sont actuellement labellisés, qui ont été déposés, et 2 autres qui sont en cours de labellisation et qui seront aussi déposés. Bien entendu, la labellisation est optionnelle. Bon, vous verrez après quand même que ça reste en termes de bonus qualitatif, et on est aussi sollicité soit par la DGE, soit par la région sur des projets qui ne sont pas labellisés. Tout simplement parce qu'il y a besoin d'un certain nombre de qualifications, à la fois sur le caractère prioritaire ou le caractère stratégique par rapport à une filière ou par rapport à une priorité de la région. Donc voilà, là je vous donne une vision d'ensemble des appels à projets. Ce qui est important pour vous, c'est d'intégrer les dates de butée, donc de clôture de ces appels à projets. Sachant que, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous prenez par exemple le concours Innov, il est terminé, mais si on est sur les mêmes plannings que cette année,
il y aura donc une première relève au mois de mai et il y aura une deuxième relève au mois d'octobre. Et qu'il faudra bien entendu bien préparer vos projets dès Q1 2021. Donc toute cette information est aussi disponible sur notre site web. Ce qui est important, c'est de comprendre si vous êtes plutôt sur de la subvention ou si vous êtes sur de l'avance remboursable. Donc là-dessus, vous avez une petite synthèse. Bien entendu, la taille des projets, les thématiques s'il y en a, et un taux de succès. Donc là-dessus, on est sur ce sont des éléments assez dynamiques, hein, mais ça, ce sont des taux de succès en général qui vous permettent de comprendre que bon, ben, sur un projet ANR, les taux de succès par rapport aux projets qui sont déposés, c'est de l'ordre de 10 à 20%. Tout ça pour vous dire que le taux de succès, bon, bah, c'est quelque chose qui est quand même déterminant puisque ça va aussi déposer un projet, ça prend du temps. Donc du temps, vous n'en avez pas beaucoup la plupart du temps. Ça nécessite de bien formaliser un projet et c'est pour une raison pour laquelle je pense que il est indispensable de se faire accompagner et de se faire labelliser. Ça va vous permettre bien entendu de maximiser votre réussite. D'abord, ce qui est important, c'est de bien cibler le bon dispositif. Très souvent, on a des projets qui nous sont proposés pour labellisation, mais qui ne sont pas bien ciblés par rapport à l'appel à projet. Donc là-dessus, on va vous aider à bien canaliser et à bien focaliser sur le bon appel à projet, sachant que si un projet n'est pas retenu sur un appel à projet A, il peut être retenu sur un appel à projet B. Ça veut dire qu'il peut être on peut le redéposer, sachant qu'on ne peut pas le déposer en parallèle, mais on peut le déposer dès l'instant où on connaît le résultat de sélection, de non-sélection. Très souvent, vous êtes aussi sur des projets collaboratifs, donc il faut identifier des partenaires. Donc là, SCS, on a un écosystème qui est de l'ordre de 300 adhérents, mais qui va au-delà, puisqu'on a un écosystème national aussi et un écosystème européen. Donc, en fonction de la nature de votre projet, on peut aussi vous mettre en relation sur d'autres partenaires qui sont aussi à la recherche de partenaires pour un appel à projet. Bien entendu, dans le cadre de notre labellisation, vous allez avoir un avis d'expert et ça, j'espère que je ne suis pas trop long, mais on va l'avoir très bientôt au travers des témoignages de 2 personnes de notre commission projet qui sont là pour améliorer le contenu et la forme, qui sont là aussi pour vous éviter des erreurs éliminatoires, ce qui veut dire qu'en termes de labellisation, on peut être retoqué une première fois et voire une deuxième fois et ne pas être labellisé parce qu'il n'y a pas le bon niveau de maturité ou on a estimé qu'il n'y a aucune chance sur l'appel à projet. Et bien entendu, notre expertise, notre accompagnement est là pour vous faire gagner du temps et vous faire démarrer le plus rapidement possible. Hein. Vous accompagner, ça veut dire immédiatement vous demander de focaliser sur les éléments essentiels de votre projet et vous donner un maximum, je dirais, de chances d'être sélectionné. Bon, je passerai rapidement sur ce processus, mais ça veut dire qu'au niveau du pôle SCS, on va très rapidement au travers de Nadira, hein, principalement, vérifier votre éligibilité et vous insérer dans une commission projet. On en a actuellement pratiquement une par mois et même dans le cadre du plan de relance, on fait des commissions exceptionnelles, c'est-à-dire qu'on est capable de se mobiliser en 15 jours pour une labellisation s'il y a un niveau d'urgence par rapport à un appel à projet. Et puis après, vous avez un processus de labellisation classique et puis la dernière phase qui est le vote de notre comité d'administration. Bon, juste pour maintenant aller assez vite, ce qui est important, c'est que pour vous donner des métriques, hein, ce ne sont pas des métriques du pôle, hein, ce sont des métriques au niveau gouvernemental. Depuis la création des pôles,
Donc, par exemple, le PSPC Région, qui s'appelait avant FUI. Donc, on a à peu près 2000 projets qui ont été sélectionnés, hein, donc, et qui ont eu un financement d'ordre de 3 milliards d'euros, ce qui est assez significatif sur une assiette globale de 7,5 milliards d'euros. Donc ça, c'est tout l'historique jusqu'à 2019, ça n'inclut pas 2020. Et de la même manière, sur les autres types d'appels à projets que vous avez, ce qu'on appelle ANR, PIA, région ou Europe, il y a à peu près 10 000 projets accompagnés. Donc là, on ne parle pas uniquement du pôle, hein, on parle de l'ensemble des pôles au niveau national. Ce qui est, je dirais, le plus pertinent et qui est le plus intéressant pour vous, c'est de comprendre et de savoir que le taux de succès, en général, si vous êtes labellisé, vous augmentez votre taux de succès par 2. Hein, aujourd'hui, dans le passé, il fallait être labellisé pour pouvoir être éligible à un FUI région. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Mais si vous regardez l'ensemble des projets PSPC, aujourd'hui, 100% des projets qui ont été retenus sont des projets qui ont été labellisés. Pour le concours Innov, il y a eu 27% de projets non labellisés qui ont été sélectionnés. Si vous êtes labellisé, vous montez à 47. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Mais dès l'instant où vous faites partie d'un pôle, ou si vous faites partie du pôle SCS, pour augmenter par 2 vos chances de réussite, passez par une labellisation. Donc, juste pour conclure hein, sur cette partie, hein, donc au niveau du pôle, c'est plus de 400 projets accompagnés si on fait un arrêt fin 2019. On intégrera très bientôt les éléments de 2020 qui sont extrêmement significatifs parce que c'est une année très active à la fois parce qu'il y a eu principalement les plans de relance, mais aussi parce que l'innovation est un relais dans le cadre de votre modèle économique et dans le contexte qui est actuel. Bien entendu, très focalisé sur l'ensemble des technologies du numérique. Et donc là, sur la gauche, vous avez aujourd'hui l'ensemble des personnes qui constituent la commission projet, qui sont qui font partie de grands groupes, qui font partie de start-up, PME ou OTI, ou d'académiques, hein, donc labos ou purement académiques. Donc un ensemble d'experts qui donc aujourd'hui sont à votre disposition avec toute leur expertise au niveau du pôle dans le cadre de la labellisation. Voilà. Et donc justement pour bien illustrer cette partie, Nadira, je te rends la main pour l'interview de 2 experts de la commission projet SCS qui sont donc Paul-Vincent Bonzon et Thierry Nagelen. Nadira, c'est à toi. Oui, merci Gérard. Effectivement, donc nous avons demandé à 2 experts de la commission projet de se prêter au jeu d'une interview pour mieux comprendre leur rôle au sein de la commission projet. Donc on les remercie d'avoir accepté l'invitation. Il s'agit de Paul-Vincent Bonzon du CEA et Thierry Nagelen de Orange. Bonjour Thierry. Oui, bonjour à tous. Bonjour Paul-Vincent. Oui, bonjour. Alors, Paul-Vincent, je te laisse te présenter et Thierry, si tu le souhaites également. Oui, en quelques mots, voilà, moi j'ai une formation technique avec un doctorat. J'ai commencé à travailler dans la recherche pendant pas mal d'années au CNRS, puis je suis parti dans l'industrie et puis depuis un peu plus de 4 ans maintenant, je suis de retour à la recherche et au CEA plus particulièrement en tant que responsable des partenariats industriels en région PACA. De mon côté, donc culture technique également, donc très longue carrière France Télécom Orange et carrière opérationnelle aussi pendant à peu près 17 ans et depuis à peu près 18 ans maintenant dans la recherche avec un petit passage aussi en essaimage entre-temps. Donc, Très bien, merci. Paul-Vincent, je te propose de démarrer l'interview avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle ou ta mission d'expert au sein de la commission projet?
Oui, bien sûr, tout à fait. C'est essentiellement, moi je la qualifierais comme une mission d'accompagnement, de conseil technique, de conseil marché. Alors moi, avec ma casquette un peu plus chercheur, recherche, une très bonne vision sur l'état de l'art et éventuellement la veille concurrentielle. L'objectif, c'est d'aider les sociétés qui vont venir à notre rencontre pour essayer et les aider à éviter des pièges et des écueils. Ma vision, c'est qu'on n'est pas un jury, je dirais un jury méchant au sens scolaire du terme, mais on est plutôt dans une mission de bienveillance. L'objectif étant qu'au final, la société sorte grandie des conseils qu'on va pouvoir lui donner pour mieux se positionner sur son appel à projet. Super, parfait. Je Voilà. confirme, hein, c'est vraiment rempli de bienveillance et de rien d'autre, effectivement. Thierry, alors cette question, je pense, serait intéressante d'être traitée par Thierry et Paul Vincent. Que souhaitez-vous apporter comme expérience aux membres qui soumettent des projets? Thierry, si tu veux commencer. Je pense que la première chose que nous apportons, c'est une expérience technique. Alors, les domaines techniques sur le territoire du pôle sont divers et variés, donc ce qui explique aussi le nombre de membres de la commission projet pour couvrir tous les sujets. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est le montage de projets collaboratifs. Nous avons tous plus ou moins participé à des montages de projets collaboratifs dans différentes catégories. Ça peut apporter notamment un regard particulier sur l'organisation du plan de travail des propositions. Enfin, le troisième point, bon, Vincent l'a un peu évoqué aussi, c'est la connaissance marché, la partie business model. De mon côté, moi j'ai été longtemps sur le marketing de l'innovation où il fallait justement construire les business models pour les nouveaux services d'Orange. Donc voilà, ce sont des différents aspects d'expertise que nous apportons à la commission, que nous partageons tous ensemble, mais surtout que nous apportons en fait aux projets qui viennent nous présenter leurs idées. Vincent, si tu veux compléter. Oui, oui, mais en fait, je rejoins un peu tout ce que tu as dit. Aujourd'hui, on est à peu près à chaque commission, on est entre 8 et 12 experts, donc à peu près 10 en moyenne à chaque commission. On vient de une bonne balance entre la recherche, les académiques et les industriels, et ça, c'est une complémentarité intéressante. Les labos de recherche apportant plus une vision technologique, brique technologique dure, en état de l'art, une vision long terme, c'est-à-dire que nous, en tant que labo de recherche, on travaille sur des projets de R&D qui seront transférés dans l'industrie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc ça permet de se projeter à très long terme. Et l'industriel, lui, apporte une réalité terrain, un marché et souvent une sensibilisation à la complexité de mettre une technologie, mettre en œuvre une technologie sur le terrain. Et ce que je voudrais signaler, c'est qu'on fait aussi, enfin moi en tous les cas, plutôt ça fait un peu la mission du CEA, mais aussi des labos de recherche. On est dans l'accompagnement de la durée, c'est-à-dire que les sociétés que l'on a rencontrées, bon, ben, on est aussi disponible, même après la commission projet, pour les rencontrer, pour les conseiller, les accompagner bien après ça. D'accord, merci beaucoup. Thierry Nagelen, peut-être pour toi cette question suivante. Quelles compétences techniques apportes-tu? Apportes-tu une compétence, une expertise sur des sujets autres que techniques? Alors, je pense que aujourd'hui, ma première compétence, mon expertise, c'est quand même l'intelligence artificielle. Donc après, précédemment, j'étais sur le domaine de l'IoT. Donc aujourd'hui, j'essaie de faire le lien un peu sur les deux. Et pour revenir sur cette expertise, est-ce que l'on peut attendre aujourd'hui d'un projet? Il ne faut pas qu'un projet qui vient pour quelque part questionner des subventions reste trop vague. Il faut qu'il soit suffisamment précis puisque l'objectif d'un projet, ça reste quand même de délivrer et y compris en fait pour les financeurs, ça sera l'objectif recherché. Donc quand on est dans un projet aujourd'hui sur une thématique de l'IA, on va s'attacher à regarder si il y a des données qui sont déjà disponibles.
Parce que quand on dit que 80% du travail concerne en fait le traitement des données, un projet qui arrive en nous disant les données, c'est pas un souci, je vais les collecter pendant la durée du projet, les chances d'arriver à l'objectif et la réussite du projet sont déjà potentiellement plus faibles. Après, on demande aussi, pas que tout le monde soit des experts en IA, bien sûr, mais qu'il y ait un minimum d'état de l'art qui a été fait sur le sujet, qui peut être un sujet très ciblé. Encore une fois, mettre un algorithme aujourd'hui en production, ça peut déjà être une innovation parce que c'est pas forcément simple. Donc avoir simplement une idée des quelques algorithmes qu'il faut regarder pour savoir lequel peut plus facilement passer en production, voilà, c'est un prérequis qu'on va demander. Parce qu'encore une fois, si vous soumettez un projet en IA et que vous n'avez aucune idée de l'algorithme, à part si c'est effectivement des dossiers de faisabilité, comme on l'indiquait tout à l'heure, mais il faut quand même savoir de quoi on part, donc avoir une première idée. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir qu'on va découper effectivement un peu l'ensemble de notre analyse aussi là-dessus, et que on va tous se baser aussi sur une grille d'analyse. Quand on va effectivement donner notre tour sur les projets, on a une grille d'analyse qui est commune en fait pour la commission. Donc on va évaluer ces différents éléments. Donc au-delà de la technique, on va revenir effectivement sur la partie business model et l'analyse de marché, parce qu'on a quand même aussi des points de vue marché qui sont différents, parce qu'on est dans des environnements différents, des entreprises différentes, et que un regard externe, c'est aussi un bon challenge à chaque fois pour se questionner et savoir si on sort de l'effet tunnel et on peut effectivement avoir une bonne idée, et que le business qu'on envisage est bien perçu de l'extérieur, puisqu'encore une fois, on prend le rôle un peu des financeurs en ayant un regard externe. Donc voilà, c'est un peu ces deux expertises techniques business qu'on essaie d'apporter, puisque l'objectif, c'est le succès du projet. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question peut-être que je vous propose de traiter tous les deux. Pourquoi conseilleriez-vous à un candidat de venir devant la commission projet? Paul Vincent, si tu veux commencer. Oui, tout à fait. Comme le disait Thierry tout à l'heure, moi je pense qu'une force, c'est le panel de compétences apporté par le comité d'experts. On a des experts en IA, en télécom, en cybersécurité, en objets connectés, en réseau. Et finalement, ça permettra à la société de se faire aussi un screening devant tous ces experts et ce panel d'expertise qu'il n'a peut-être pas en interne et auquel il n'avait peut-être pas accès. Et ça permet éventuellement de lever quelques questions et éventuellement de détecter des failles dans certains dossiers. Je me souviens d'une société qui nous portait, qui nous présentait un très très beau projet en IA, très très solide dans le domaine de l'IA, mais ils avaient complètement omis une question relative à la RGPD et la cybersécurité. Et on a mis le doigt sur ce sujet-là et on leur a dit attention, si vous voulez aller plus loin, renforcez-vous dans le domaine. Donc voilà, l'objectif pour moi, c'est avoir accès à un panel de compétences, avoir un regard extérieur, et puis l'objectif final étant de renforcer son projet en vue d'une soutenance finale devant les investisseurs, puisque l'objectif c'est de convaincre les investisseurs. Très bien, merci. Thierry, est-ce que tu veux compléter? Oui, je pense qu'effectivement, la commission projet, elle est là pour vous challenger, pour vous donner aussi de l'assurance sur le fait que vous avez un projet qui est bon et que vous savez le défendre. Donc, même si l'ambiance est bienveillante, on est là aussi pour vous challenger. Donc, faut être prêt à être un peu bousculé parfois, parce que, comme disait Paul Vincent, quand on a une question sur la GDPR et puis que la réponse ne nous satisfait pas, on peut être insistant sur le sujet. Mais encore une fois, c'est pour le bien du projet. Je parlais de la grille d'évaluation. Bon, elle a évolué aussi avec le temps, puisque effectivement, on prend en compte aussi les retours, les évolutions des programmes de financement. Voilà, venez vous confronter avec différentes visions techniques, parfois donc des questions naïves. Si je suis
bon sur l'IA, je peux avoir des questions beaucoup plus naïves sur l'électronique, et parfois les questions naïves sont tout aussi challengeantes que le reste. Et puis sur le business aussi, encore une fois, on a tous notre vision, nos marchés de prédilection. Donc on va aussi beaucoup vous challenger là-dessus, mais le but c'est voilà, c'est de renforcer vos convictions pour que vous soyez sûr que votre dossier est bon quand vous le déposez et que vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire. Merci beaucoup. Merci Thierry Nagelen. Merci Paul-Vincent Bonzon. Un grand merci à tous les deux pour cet échange qui, je pense, a dû éclairer certainement nos participants. Pour les candidats qui souhaiteraient confronter leur projet à l'avis de nos experts, n'hésitez surtout pas. Je pense que c'est une expérience qui ne peut être que constructive et enrichissante. En tout cas, ce sont les retours que l'on a systématiquement. C'est d'ailleurs cette expérience d'accompagnement et de labellisation que va partager avec nous Paul Ivaldi de la société ELA Innovation, donc société lauréate au concours innovation de la vague 5. Paul, si vous voulez bien, je vous passe la main pour présenter vos slides. Alors, c'est bon, vous voyez nos slides, C'est parfait. Oui, donc bonjour, donc Paul Ivaldi, moi, je suis responsable de la R&D à ELA Innovation. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'expérience sur 2020 de notre candidature au concours de l'innovation Innov. Alors, pour parler très rapidement d'ELA Innovation, donc c'est une société qui a une vingtaine d'années, 30 personnes, 35 aujourd'hui. Donc qui a 20 ans d'existence, et il y a 5-6 ans, il y a eu une levée de fonds assez importante qui a permis de prendre 2 tournants. Le premier, c'est monter le business à l'international avec le montage d'une équipe commerciale, et donc aujourd'hui, ça a pas mal fonctionné puisqu'on fait 60% de notre chiffre d'affaires à l'international, et dans certains mois de cette année Covid, ça a même monté à 80-90%. Deuxième tournant, ça a été de basculer de la technologie historique qui était basée sur la RFID vers des technologies de communication un peu plus standards, qui sont le Bluetooth et le LoRa. Donc, le modèle économique d'ELA, c'est de la vente d'objets physiques pour l'instant, et avec donc grâce à ce tournant et ce recentrage sur les technologies de communication un peu plus standards, une vision qui est passée du projet client qui est développé pour l'application identifiée, à une stratégie qui est plutôt sur du produit propre. Et donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, nos produits vont être appliqués à un grand nombre de cas d'usage. Ça va aller de la chaîne du froid à de la surveillance des pratiques agricoles, d'asset tracking, etc., etc. Donc, il y a un secteur sur lequel on a historiquement s'est positionné un peu plus, de façon un peu plus agressive, je dirais, qui est la localisation indoor. Donc, c'est le suivi de personnes ou d'objets à l'intérieur des bâtiments, là où le GPS n'est pas assez efficace. Donc, aujourd'hui, on a 2 gammes de produits qu'on a développés avec des partenaires qui s'appellent Wirepass et Coupa. Et donc, notre expérience du terrain et de ce genre d'application nous montrait qu'il y avait 2 écueils dans les technologies de localisation indoor. Le premier, c'est le compromis en termes d'engineering qu'il y a à trouver entre les temps de latence, la précision de localisation et le coût. Donc, dans nos technologies qu'on vend aujourd'hui, on en a une qui est peu chère, mais qui permet une localisation relativement peu précise et avec une latence importante, et une qui est beaucoup plus chère, offrant la localisation précise et le fonctionnement en quasi temps réel. Donc ça, c'était le premier. Et puis le deuxième, c'était le fait que on s'est rendu compte que les opérateurs de bâtiments qui avaient besoin de localisation indoor, enfin qui voulaient offrir ce service-là,
en fait, avait déjà en partie investi sur des infrastructures IoT. Et chaque fois, on venait rajouter un réseau supplémentaire à leur solution. Donc, ce qui était intéressant, c'était de prévoir une certaine opérabilité avec les infrastructures existantes. Et on est allé un petit peu plus loin dans l'interopérabilité. Et on se rend compte que c'est aussi intéressant de pouvoir accepter, pouvoir faire des mesures de positionnement sur des objets dont on n'est pas forcément les fabricants et qui n'ont pas forcément implémenté des protocoles en dur chez nous. Donc l'objectif du projet de Innov, très rapidement, c'est de construire cette solution de localisation indoor qui est hautement interopérable et à la fois qui permet d'avancer sur le compromis coût, précision et performance. Donc, sans rentrer dans les détails, on a identifié 3 verrous particuliers sur lesquels on va travailler plus précisément. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est surtout de vous montrer qu'en fait, ça a quasiment pris 1 an entre le moment où on a commencé à se dire que ça pourrait être intéressant de travailler sur le sujet et les premières ventes qui ont eu lieu au tournant du mois de décembre. Alors moi, je suis arrivé à la innovation au 1er janvier, donc je suis assez neuf. Donc, il y avait déjà de la réflexion qui avait été faite, des études de marché qui avaient été collectées, des dépôts de dossiers à d'autres dispositifs qui avaient été faits. Et voilà, la volonté en tout cas d'avancer dans ce domaine-là et de permettre à ELAD de prendre une place de leader sur le marché de la localisation indoor. Donc janvier-février, on a surtout passé du temps à trouver le bon dispositif. Pour être très transparent, on pensait être accompagné par un cabinet privé de stratégie. Puis on s'est rendu compte qu'en fait l'accompagnement fourni était relativement peu intéressant et que par contre la labellisation d'un pôle de compétitivité permettait d'avoir un taux de succès qui était bien meilleur. Donc c'est pour ça que suite à un webinaire du pôle SCS, on s'est rapproché du pôle SCS. Alors on avait déjà fait partie du pôle SCS dans le temps. Et bon, il y avait un peu de flottement sur la stratégie de l'écosystème d'ELA Innovation. Donc, la décision a été prise de reprendre une adhésion et puis de se lancer sur ce travail-là. Donc, tout ce qu'il y a toutes les étiquettes en noir gras, c'est l'intervention du pôle SCS. Hein. Vous voyez que c'est relativement court dans le temps et on a réussi à déposer en fait un dossier en 3 mois et demi, avec un accompagnement qui est d'abord fait sur le filtrage pour être bien sûr qu'on est bien éligible au guichet qu'on avait envisagé. Un accompagnement qui est fait sur la rédaction du dossier et puis ce processus de labellisation avec l'audition, puis la remise de l'avis et le vote du CA. Et troisième partie, c'est le dépôt de dossier en tant que tel. Il faut construire quand même un dossier qui fait quand même quelques pages et c'est toujours appréciable d'avoir un peu d'aide pour réunir toutes les pièces du dossier. Mais pour revenir ça c'est la partie, je dirais, production, et il y a toute la partie conception d'un dossier de demande de financement qui, comme disaient les experts, en fait, porte sur la partie technique, mais presque autant sur la partie propriété intellectuelle, sur la partie commerciale. Alors, chacune des parties, il faut éviter des écueils, des trous dans la raquette, mais aussi il faut construire entre les parties un ensemble qui est cohérent. Et donc, pouvoir en fait avoir un échange avec l'extérieur, pas fonctionner que en interne, ça permet d'accélérer très fortement les choses. On a des retours d'informations, on a une acquisition d'informations que on mettrait beaucoup plus de temps à obtenir par nos propres moyens.
Voilà, donc le dossier a été déposé donc, le 19 juin. Non, pardon, le 11 mai, pardon. Le 19 juin, on a été notifié de notre sélection à la défense orale. Donc, on a eu aussi un peu d'aide du pôle pour préparer cette défense. Et donc, la défense a été faite en 1er juillet. L'attribution, le courrier officiel du Premier ministre est arrivé le 3 août. Et on a signé la convention le 21/09. On a eu les premiers fonds qui ont été versés autour du 15 octobre. Et on a commencé le projet officiellement le 12 octobre. Et donc, c'est sur on n'a pas de nouveaux objets ou de nouveaux produits physiques qui ont été développés entre-temps. Hein. Ça prend du temps, mais c'est une partie qui est très logicielle. C'est un moteur de positionnement qui est en gestation, qui venait des travaux d'un thésard qui vient de terminer sa thèse CIFRE avec nous. Et donc là, on a le premier produit de localisation indoor interopérable qui vient d'être vendu. Au moment où je faisais le slide, il y avait un client. Entre-temps, on a vendu une deuxième fois. Ce n'est pas des chiffres d'affaires très, très importants, mais ça montre une forte traction du marché. On est très content là-dessus. Voilà, moi, je pense que je vous ai fait un balayage assez rapide, mais le plus complet possible de ce que c'est que candidater à un concours de l'innovation. Et sur la possibilité, enfin l'intérêt qu'il y a d'être accompagné par un pôle de compétitivité, à la fois dans les phases de conception du dossier, à la fois dans la phase de réalisation du dossier. Et puis, là, en regardant les slides qui ont été déroulés, il y a quelques appels à projets qui nous semblent aussi potentiellement intéressants pour le futur. Donc, il y a aussi le côté réseau et veille sur lequel les pôles de compétitivité permettent d'accélérer les choses. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Paul. Je te remercie beaucoup. Et pour finir, en quelques mots… Nadira, juste un petit point complémentaire, hein, puisque là, on a un timing de l'ensemble du projet depuis l'idée jusqu'à maintenant sa première vente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où vous allez déposer votre projet, vous pouvez déjà être dans la dynamique de votre projet. Vous ne savez pas s'il va être retenu en subvention ou avance remboursable, mais de toute façon, il s'inscrit dans la roadmap de votre produit. Donc, il faut savoir que les travaux qui vont être engagés entre le moment où vous avez déposé votre projet et le moment où vous signez la convention, ce sont des travaux qui sont éligibles aussi à cette subvention ou à cette avance remboursable. Hein, donc là, je vois que vous avez un démarrage projet au 12-10, mais si vous aviez démarré le projet à partir du mois de juin, les travaux ou les tâches qui auraient été identifiées entre juin et la signature de la convention, donc le 21/09, sont aussi éligibles à cette subvention ou cette avance remboursable. Tout à fait. Dans la convention, d'ailleurs, la date de démarrage des dépenses prises en compte est au 1er septembre. Voilà, c'est juste, c'était plus une question d'organisation interne qui a fait qu'on a commencé à ce moment-là. Oui. Donc, voilà, tout le processus de sélection et de gestion administrative est allé même plus vite que notre capacité opérationnelle en R&D. C'est rare. Ben, merci beaucoup, Paul. Et puis, on est très content de voir que déjà, pratiquement en moins de 6 mois, vous aviez déjà votre première réalisation en termes de vente. Donc, c'est parfait. On est bien en ligne. Merci beaucoup, Paul. Merci. Je vous propose de passer à la partie projet européen qui va nous être présenté, donc dispositif européen présenté par Marielle Campanella. Hop, Marielle, je te passe la main. Oui. Bonjour à tous. Vous devriez voir mon écran correctement? Très bien. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Très bien, merci.
Donc effectivement, après cette présentation des appels français et des retours d'expérience de nos adhérents, l'idée sur les minutes restantes est de voir quels sont les appels à projets européens actuellement intéressants pour notre écosystème, en faisant un zoom particulier sur les appels à projets européens dits de cascade funding. Donc effectivement, l'actualité européenne étant ce qu'elle est par rapport à la mise en place du programme Horizon Europe, les projets dits en cascade funding ont une actualité relativement riche. Donc le système effectivement des appels à projets Horizon 2020 est parfois assez difficile pour les petites structures et un peu moins adapté à leur façon de travailler. Donc l'idée globale du cascade funding est de pouvoir déléguer le financement pour une prise en charge plus agile. Donc très concrètement, le cascade funding est un dispositif de financement qui n'est pas géré en direct par la Commission européenne, mais dont la gestion est en fait déléguée à des projets intermédiaires qui sont eux-mêmes sélectionnés par la Commission européenne. Cela signifie que des structures volontaires, dont les pôles de compétitivité font partie, répondent à des projets type Horizon 2020 et sont financés sous la forme d'un projet classique, dont une partie du budget est réservée dès la proposition afin d'être redistribuée dans le cadre de nouveaux appels à projets qui sont gérés par ce projet principal. D'où le principe de cascade entre la Commission européenne, le projet en charge, le projet principal, et ensuite les appels à projets et la redistribution des financements vers les entreprises. Donc, plusieurs types d'actions sont finançables dans le cadre de ces appels de type cascade funding, avec par exemple un soutien à l'innovation avec des prestations de type études de faisabilité, études de marché, conseils sur la propriété intellectuelle, soutien à la levée de fonds, également soutien à l'accélération, à l'incubation, et également donc, un accompagnement financier avec une redistribution du financement sous la forme de subventionnement vers des projets spécifiques donc, qui sont déposés dans le cadre d'appels à projets. Ces appels sont généralement dédiés aux PME, mais ils peuvent également être ouverts aux entreprises de plus grande taille, aux grands groupes et également aux centres de recherche. Donc la redistribution se fait sous la forme de nouveaux appels qui sont entièrement gérés par le consortium du projet principal. Et donc, chaque appel est dépendant de chacun de ces projets qui les animent. Donc, ces open calls sont publiés en général sur le site web de ces projets et également sur le portail de la Commission européenne, dont vous pouvez voir l'adresse ici même et vous aurez les slides ensuite, donc vous pourrez avoir accès directement à ce lien. Les publications se font généralement pendant une durée au moins de 2 mois. Les dossiers sont généralement assez légers, de l'ordre de 5 à 15 pages, systématiquement en anglais, et les évaluations sont gérées par les équipes projets et effectuées par des experts indépendants. Les projets sont relativement courts, donc de l'ordre de 6 à 18 mois, avec des subventions sous forme de forfait, ce qu'on appelle lump sum, ou bien sur la base de la justification des coûts. Ensuite, contractuellement, les projets qui sont financés sont liés par un contrat, non pas avec la Commission européenne, mais avec un des partenaires du projet principal. Donc, il est important de préciser que, comme dans tout système d'appel à projet européen, le double financement est interdit. Et nous vous invitons donc à systématiquement bien lire les guides, les guides for applicants de chacun de ces appels qui détaillent les critères d'éligibilité, les montants des subventions et des modalités de candidature qui sont spécifiques à chaque appel. Et nous vous invitons également à contacter éventuellement les partenaires de ces projets-là afin de pouvoir valider l'éligibilité de vos idées de projet. Donc, au sein du pôle SCS, nous avons, je dirais presque au passé, nous avons eu un projet de ce type en charge, puisque le projet IoT for Industry est piloté par le pôle SCS et se termine donc à la fin de cette année, en partenariat avec 7 autres organismes européens. Donc, l'idée du projet IoT for Industry est de pouvoir développer et cofinancer des projets collaboratifs européens qui intègrent les technologies de type IoT, Big Data, intelligence artificielle et cybersécurité
dans des industries manufacturielles dites traditionnelles, donc type outils de production, machines, robots et autres processus industriels, afin de pouvoir accompagner des PME vers l'industrie du futur. Et l'idée était réellement de pouvoir financer un duo entre une PME fournisseur de solutions numériques, solutions digitales, et une PME du domaine de l'industrie, et donc qui se présente comme un intégrateur. Donc, en tout, dans le cadre de 2 appels, ce sont 3,7 millions d'euros qui ont été reversés auprès de 40 projets collaboratifs européens dans 20 secteurs industriels différents, ce qui a permis donc le financement de 84 PME. Et donc, SCS était en charge de la coordination de ce projet-là et de la redistribution de ces fonds qui viennent effectivement de la Commission européenne. Donc, à titre d'exemple, nous avons ici même le projet Tap into Smart qui a été cofinancé par IoT for Industry avec comme partenaire la société Optim Wafer Service, donc, qui est une entreprise spécialisée dans le traitement des wafers, donc des plaques de silicium dans l'industrie des semi-conducteurs, et donc qui s'est associé avec la société franco-suisse Alprobotic et le centre de recherche du CETIM, afin de pouvoir démontrer la faisabilité de la conversion d'un processus de polissage au sein de leur usine, et donc de pouvoir mettre en place 2 démonstrateurs de machines de polissage équipées en IoT, donc une pour le polissage grossier et une seconde pour le polissage fin. Donc, ce projet a permis à Optim de pouvoir repenser complètement les interactions homme-machine avec l'aide de technologies IoT et de pouvoir développer l'intelligence artificielle afin de favoriser la connexion et de meilleures communications entre les machines sur ces lignes de polissage. Et en termes d'impact humain et d'impact sociaux, ce type de robotisation de chaînes de production permet également de prévenir les troubles musculo-squelettiques auprès des employés qui étaient précédemment en charge de ces manipulations et d'améliorer également l'attractivité de ce type de poste en phase de recrutement. Donc, ce projet vient de se terminer et a reçu donc son financement. La démonstration a été mise en place récemment au sein des chaînes de production d'Optim. Donc, concernant les autres types de projets, nous souhaitons vous présenter ici une liste d'appels à projets de type cascade funding qui sont actuellement en cours et qui sont en lien avec les thématiques de SCS. À noter que SCS n'est pas impliqué dans ces projets-là. Cependant, cela fait partie des missions de SCS en tant que pôle de compétitivité, d'informer notre écosystème des opportunités existantes pour le financement de l'innovation. Donc, si certains de ces appels vous intéressent, nous vous invitons à prendre contact directement avec les partenaires de ces projets afin de valider la pertinence de vos éventuelles idées de projet et aussi de participer aux différentes journées d'information, expression d'intérêt, training et matchmaking organisées directement par ces projets dont les informations se trouvent sur les sites web. Vous aurez tous les éléments ensuite à l'issue de ce webinaire. À notre échelle, nous assistons nos membres adhérents dans cette démarche et nous leur proposons également une relecture de leur dossier avant soumission. Donc, si vous êtes adhérent du pôle SCS, n'hésitez pas à revenir vers nous si certains appels vous intéressent spécifiquement et vous souhaitez un accompagnement précis sur ces appels. Donc, le premier appel identifié ici, l'appel du projet DigiFed, qui vise à renforcer l'adoption de technologies numériques avancées ou ce que l'on appelle les systèmes cyberphysiques par les PME et en particulier par les entreprises non numériques. Donc, on est sur des sujets très vastes qui couvrent les thèmes des systèmes embarqués, des applications intelligentes, intelligence artificielle, IoT, semi-conducteurs, etc. Donc, le second appel est actuellement en cours et va se clore très prochainement le 15 décembre. Mais cependant, un troisième appel devrait pouvoir avoir lieu en 2021 avec un financement jusqu'à 55 000 € par partenaire. Le deuxième appel est le projet UpCap, donc qui se focalise sur les systèmes cyberphysiques basés sur la modélisation model-based design et souhaite donc financer des projets qui se basent sur une expérimentation entre une PME fournisseur de solutions et une PME intégrateur en tant qu'utilisateur. Donc, ces appels d'expérimentation cet appel se termine à la fin du mois de février.
Je passe assez vite, hein, l'idée après que vous ayez au moins le thème en tête et que vous puissiez ensuite voir les informations sur les stubs en question. L'autre appel à mentionner, l'appel NG Next Generation Internet, SIFLAB, qui vise à promouvoir l'adoption à grande échelle de ce qu'on appelle les identités autosouveraines en tant que solution d'identité numérique de nouvelle génération dans les transactions électroniques, à la fois sur Internet et dans la vie réelle. Et un appel est actuellement en cours avec une deadline au mois de janvier. Et un deuxième appel aura lieu, donc celui-ci, au mois de juin. L'appel à projet DigiCirque est également ouvert et dédié à l'accélération de solutions pour le développement de l'économie circulaire. Et donc l'appel qui est actuellement en cours porte spécifiquement sur le thème de la ville circulaire autour de plusieurs thèmes. Donc l'idée de pouvoir développer, de financer des technologies numériques appliquées au challenge de la ville autonome, de la gestion des déchets, de la consommation durable et de l'éducation. Donc l'appel se terminera au mois de janvier et d'autres appels auront lieu ensuite sur 2021 et 2022 sur les thèmes de la bioéconomie et de l'économie bleue. Ensuite, on peut noter également l'appel NGI On2Chain qui vise le développement de solutions basées sur la blockchain autour de 6 sujets techniques que vous pouvez voir mentionnés ici. Donc, c'est un programme d'accompagnement graduel en 3 phases avec des financements graduels selon l'avancée des phases. Dans le domaine de la santé digitale, le e-government, le e-education et le e-commerce. Vous voyez les montants des financements ici même. Et donc l'appel se clôt le 15 janvier 2021. Ensuite, le projet d'APSI vise à faciliter la transmission directe de données et la portabilité des données entre différents fournisseurs de services. Donc l'appel, c'est un programme d'accompagnement de 9 mois dont la deadline se termine le 20 janvier 2021. Ensuite, on peut noter également l'appel à projet FF Euro HPC qui a pour objectif de faciliter l'accès aux calculs haute performance à des PME européennes. Donc l'idée est de pouvoir sélectionner des applications métiers particulièrement originales et innovantes et de sélectionner des consortiums regroupés autour d'une PME et des acteurs du HPC. Donc la préférence ici sera donnée aux applications liées autour de l'ingénierie et de la fabrication industrielle afin de pouvoir utiliser les calculs haute performance dans ce type d'environnement, avec une deadline également à la fin du mois de janvier. Ensuite, on peut évoquer aussi l'appel à projet DigiBcube qui a pour objectif de soutenir des projets axés sur l'intégration des innovations numériques dans le domaine du diagnostic médical spécifiquement. Donc l'idée ici est de pouvoir financer des projets qui rassemblent au moins 2 PME avec à chaque fois une entreprise du secteur digital et une entreprise du secteur médical et de financer soit des prototypes, soit des démonstrations, ce qui est appelé Innovation Vouchers avec des financements différents selon le type d'appel, avec une deadline ici sur le début du mois de janvier. Ensuite, l'appel à projet REACH, ici, n'est pas qu'un subventionnement, mais est un incubateur pour favoriser la création de chaînes de valeur dans le domaine des données en Europe. Et donc, le projet REACH cherche à recruter 30 startups et PME prometteuses dans le domaine des données pour participer à son premier cycle d'incubation. Ce cycle d'incubation inclut également le financement d'expérimentation. Jusqu'à 100 000 € par projet et donc l'appel se clôt le 15 février. Le projet SmartX, pour sa part, est également un programme d'accélération, ici spécifiquement dans le domaine des smart textiles, des textiles intelligents, donc qui vise le développement de matériaux, de composants et de produits ou services qui ciblent plusieurs marchés finaux tels que la protection et le sport, la santé et le bien-être et les applications industrielles dans le domaine du marché, dans le domaine du transport, de la logistique, de l'énergie, du bâtiment, etc. Et donc, le programme d'accélération est couplé également à un financement par subventionnement jusqu'à 60 000 € par PME. Et donc, l'expression d'intérêt est ouverte jusqu'au 15 janvier et le projet complet jusqu'au mois de février, jusqu'au 15 février.
On peut mentionner également l'appel à projet S3 Food, qui porte ici sur la modernisation et la numérisation de l'industrie agroalimentaire, en stimulant l'intégration de l'IoT et des capteurs intelligents dans ces thèmes-là. Donc ici, le critère est d'être une PME agroalimentaire ou bien d'être une PME offreur de solutions technologiques dans ces secteurs-là et d'être basé en France, pour les entreprises françaises, pardon, d'être basé en région PACA, Aura, Nouvelle-Aquitaine ou Bretagne. L'appel est actuellement en cours, il vient tout juste d'ouvrir pour une deadline au 10 mars. Et enfin, pour terminer ce rapide balayage, trois autres appels à projets qui vont être ouverts un petit peu plus tard. Donc l'appel Smart for All qui porte sur les technologies numériques à faible consommation énergétique, donc un peu énergivore, applicable dans différents domaines, donc environnement, agriculture, transport, etc. Avec différents niveaux de financement selon la maturité des projets, sachant que le domaine le plus avancé d'expérimentation a une deadline sur le mois de mars. Et à noter deux autres appels à projets qui ne sont pas encore ouverts, mais sur lesquels il est important de garder un œil en 2021. Le projet DIH for CPS sur les systèmes embarqués et le projet MetaBuilding qui porte sur les applications numériques et digitales dans le domaine de la construction et du bâtiment spécifiquement. Et l'appel sera ouvert normalement au mois de février, pardon. Donc voici un très rapide aperçu d'appels de cascade funding qui sont particulièrement intéressants pour nos écosystèmes. Voilà, vous aurez tous les éléments ensuite par email. Concernant l'autre actualité au niveau européen, il est intéressant aussi de garder à l'œil ce qui se passe au niveau de la Commission européenne par rapport à la mise en place du projet Horizon Europe, du programme Horizon Europe. Donc, je vous rappelle qu'on est actuellement sur une période de transition, puisque le programme Horizon 2020, comme son nom l'indique, se termine à la fin de cette année, et le programme Horizon Europe, qui gère la planification de l'innovation en Europe sur les 7 prochaines années, devrait être lancé à compter du début 2021. Donc, l'ambition globale du programme Horizon Europe, effectivement, tout d'abord de pouvoir lutter contre le changement climatique, de pouvoir aider à la réalisation des objectifs de développement durable et de renforcer la compétitivité et la croissance au sein de l'Union européenne. Donc, pour ce faire, le programme Horizon Europe a été structuré autour de 4 piliers, le premier étant l'excellence et la recherche fondamentale, le second, le soutien problématique sociétale, et c'est là où on trouve les grands thèmes technologiques qui peuvent intéresser notre écosystème. Le troisième pilier porte sur la structuration des écosystèmes d'innovation, et c'est ici qu'on trouve le Conseil européen d'innovation, je vais y revenir juste après. Et le quatrième pilier est transversal et vise à attirer les talents et à encourager la coopération. Donc, nous sommes toujours en attente du plan de travail spécifique pour la période 2021-2022. Comme vous le savez peut-être, le programme Horizon Europe est très ambitieux et est doté d'un budget de 85 milliards d'euros, mais il y a cependant un retard sur l'implémentation qui est dû à un retard global sur le cadre financier pluriannuel à échelle européenne, puisque l'adoption nécessite l'unanimité de tous les États membres. Et donc, les dernières discussions au sein des États membres sont en train de se faire durant cette semaine. Donc, une fois que ce point-là sera débloqué, cela permettra de la mise en place concrète des plans de travail, en particulier la connaissance des appels à projets qui ne sont toujours pas encore publiés pour 2021, mais qui sont très certainement en retard par rapport à ce qui était prévu initialement. À noter que le programme Horizon Europe prévoit effectivement la création du Conseil européen de l'innovation, qui a pour objectif d'accélérer le développement des technologies émergentes et des technologies de rupture, et de se présenter comme le guichet unique européen pour l'innovation, à l'image à peu près du Conseil européen de la recherche vis-à-vis de la recherche. Donc, le Conseil européen de l'innovation, l'OIC, a pour objectif de soutenir des projets à fort potentiel d'innovation, à haut risque, et qui peuvent conduire à des innovations radicalement différentes en termes de produits, de services ou de business model existants. Donc, très concrètement, deux instruments complémentaires vont être mis en place par l'EIC. Le premier est ce qu'on appelle le Pathfinder ou éclaireur,
qui était l'ancien FET dans le cadre du programme A-20. Donc, ces projets-là se présenteront sous la forme de subventionnement pour des projets qui se présentent à un stade précoce de leur recherche pour des technologies émergentes et des innovations de rupture. Donc, ce sera exclusivement sous la forme de subventionnement. Le deuxième type de projet financé par l'EIC, ce sera ce qu'on appelle les projets EIC Accélérateur, qui s'appelait précédemment Instrument PME dans H2020 et également EIC Accélérateur dans les derniers appels H2020. Et ici, on se situe vraiment sur entre les derniers stades de la recherche et la pénétration sur le marché. Et l'idée ici est d'avoir des subventionnements qui peuvent être sous la forme de subventions seules ou bien de financement mixte, subventions et prise de participation au capital. Donc, les conditions précises de ces différents appels ne sont pas encore publiées par la Commission européenne. Donc, nous ne manquerons pas de vous tenir informés via notre site web ou sous la forme d'autres webinaires dès que les éléments seront plus précis sur le début de l'année 2021. En attendant les programmes Horizon Europe, un autre type d'appel à projet est cependant toujours ouvert. Donc, c'est le programme Eurostar que l'on vous présente régulièrement, qui soutient les PME innovantes impliquées dans des projets collaboratifs européens, en ciblant prioritairement les entreprises qui réalisent de forts investissements en recherche et développement. Donc, cet appel s'applique à tous les domaines technologiques, tout type de produits, de procédés et de services, à condition d'être clairement orienté marché. Donc, c'est sous la forme de projets collaboratifs avec un minimum de 2 partenaires, sachant que le leader doit être une PME qui investit fortement dans la recherche et le développement. Et ces 2 partenaires devront être à minima de 2 pays différents. Donc, on est sur des TRL entre 6 et 8 avec un financement qui va jusqu'à 3 millions d'euros, financement à hauteur de 40% pour les PME, 30% pour les entreprises intermédiaires et 40% pour les laboratoires. Le financement se fait en fait via la BPI et non pas directement via les institutions européennes, ce qui signifie que le financement s'effectue dans la limite des fonds propres, comme tout dossier traité par la BPI. Les taux de succès sont relativement plus élevés que les projets de R&D classiques, donc on est autour de 30% ici. Il y a en général 2 dates de relève par an, aux alentours du mois de février, mars et au mois de septembre. Et donc la prochaine date de relève devrait être au mois de février. Cependant, ce n'est pas encore confirmé officiellement, ce n'est pas encore publié, mais c'est une date que vous pouvez raisonnablement cibler si ce type d'appel vous intéresse. Donc sur ce type d'appel à projet et également sur les autres types de projets, type les projets classiques européens et également les projets EIC Accélérateur par exemple, EIC Pathfinder, nous vous rappelons que nous avons une offre d'accompagnement disponible au sein du pôle SCS, offre que nous avons développée en partenariat avec Inextinso et spécifiquement pour les PME, afin de pouvoir vous accompagner sur toute votre phase d'élaboration de votre proposition, donc de la phase de la qualification et d'orientation jusqu'à la phase de soumission administrative et soumission technique de vos projets. Donc, vous voyez ici même que les tâches en bleu ciel sont effectuées par le pôle SCS et les tâches en bleu marine sont effectuées par le cabinet Inextinso avec lequel nous sommes associés, en particulier sur toute la partie rédactionnelle, coordination du montage, valorisation rédactionnelle, support au pitch lorsque des soutenances orales sont nécessaires et également sur toute la partie d'accompagnement financier. Donc cette offre est effectivement soumise à une offre tarifaire spécifique avec un tarif fixe pour la soumission et une prime au succès et est réservée aux adhérents du pôle SCS. Donc n'hésitez pas à venir vers nous si c'est un accompagnement sur lequel vous souhaitez avoir plus de renseignements. Nous serons ravis de pouvoir vous y répondre. Voilà très rapidement avec le temps qui nous restait. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations sur ce dispositif européen ou sur tout élément relatif à l'accompagnement sur ces instruments particuliers de l'innovation. Voilà, Nadira, je te laisse la main pour la clôture du webinaire et les éventuelles questions-réponses. Oui, merci beaucoup Marielle. Merci pour ce tour d'horizon européen. Alors, on a reçu quelques questions, alors plutôt pour la partie appel à projet français. Gérard, je te propose d'y répondre. Une première question concernant le PIA3. Est-il cumulable avec une ADI?
pense qu'il faut élargir un petit peu le sujet. En fait, d'une manière générale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne peut pas obtenir une subvention sur la même thématique. Donc ça, c'est indépendamment de est-ce qu'on est sur un PSPC, un pays à 3 régions ou autre. Donc, dans le cadre de l'ADI, c'est un véhicule spécifique qui est donc sans nécessairement une thématique bien définie qui est octroyée par la BPI. Et le PIA, lui, est un projet en tant que tel. Donc, ça peut être cumulable, mais ça peut être aussi soumis à discrétion de la BPI. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que, en général, par exemple, on a parmi nos adhérents des sociétés qui ont fait un PIA faisabilité et qui ensuite refont le dossier sur un PIA développement industrialisation. Ça, c'est parfaitement bien compatible et ça s'inscrit exactement dans la logique et la stratégie de l'appel à projet. Et on a aussi potentiellement des membres qui font un PIA faisabilité sur un module bien spécifique d'une offre globale pour laquelle eux-mêmes postulent sur un PSPC. Bon, là-dessus, il faut être relativement clair. On ne financera pas deux parties identiques, que ce soit en subvention ou en avance remboursable. Donc voilà. Mais par contre, ce n'est pas incompatible dès l'instant où il n'y a pas de recouvrement entre les deux éléments sur lesquels vous postulez. Voilà. Merci. Une autre question qui regroupe peut-être un petit peu la première. Peut-on candidater à ILAB si on est en attente de résultats pour Innov? Donc, il s'agit des concours innovation. Là, c'est effectivement, donc parfois il y a des recouvrements sur les appels à projets et compte tenu de la nature du projet, on peut être, entre guillemets, sur plusieurs tableaux. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Toutefois, dès l'instant où il y aura une sélection sur un projet, soit vous déclinez et vous informez que vous n'êtes plus candidat sur, imaginons que votre concours Innov soit accepté, vous allez donc informer l'opérateur que vous n'êtes plus sur le concours ILAB. Ou alors, vous refusez la convention Innov en précisant que vous préférez rester sur le ILAB qui potentiellement peut être plus favorable si c'est que de la subvention, alors que Innov peut être un mix entre subvention et avance remboursable. Donc ça, c'est au fil. Mais de manière générale, retenez toujours qu'on ne subventionnera pas deux fois la même chose. Donc là, il faut être extrêmement vigilant, transparent. Hein, il n'y a aucun intérêt à essayer de passer entre les gouttes. Mais par contre, rien ne vous empêche d'être à cheval sur plusieurs appels à projets. Sachant qu'à un moment donné, si vous êtes sélectionné, il faudra donc le signifier et ensuite ressortir des appels à projets qui peuvent être encore en cours. Oui, pardon. Dans le concours Innov, y a-t-il une aide au marketing et à la commercialisation? Donc là, ok, c'est un focus particulier sur Innov. En général, dans le cahier des charges, vous avez ce qu'on appelle les coûts éligibles et retenus. Alors c'est vrai que dans le concours Innov, il y a une partie donc de ce qu'on appelle des frais connexes qui peuvent être inclus. En fait, ce sont des dépenses qui ont concours à la réalisation du projet. Alors la réalisation du projet, ça peut être plusieurs formes, mais le marketing fait partie aussi de la réalisation du projet. Toutefois, c'est en général capé et dans le concours Innov, sauf erreur de ma part, mais de mémoire, ça ne peut pas dépasser 20% des dépenses de personnel, par exemple. Sachant que dans le concours Innov, vous avez parmi les dépenses qui sont éligibles, vous avez les salaires de personnel, mais vous avez aussi des coûts de sous-traitance potentiellement qui, eux, ne peuvent pas dépasser 30% des coûts totaux. Vous avez potentiellement des amortissements. Vous pouvez avoir des frais de mission liés au projet, donc à bien détailler, ou des coûts type consommables ou autres qui sont aussi éligibles. Mais en ce qui concerne donc les coûts directs liés, par exemple, il n'est pas autorisé de
enfin, où il sera très mal perçu de dire que vous avez de la sous-traitance dans un marketing, sauf si c'est extrêmement pertinent et que ce marketing est quelque part enfin, je veux dire, a un caractère exceptionnel par rapport à ce que vous ne pouvez pas produire en interne. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas que des dépenses de personnel et de salaire interne de type R&D qui sont éligibles, et l'ensemble de ces frais connexes que l'on peut qualifier comme ça ne peuvent pas dépasser 20%. Très bien. Merci beaucoup, Et de Gérard. manière générale, tous ces détails sont bien décrits dans le cadre de l'appel à projet, et il nous arrive très souvent, en ce qui nous concerne, de demander des clarifications soit au niveau de l'ADEME ou de la BPI en fonction de l'opérateur, afin, justement, ça fait partie de l'accompagnement amont, hein, où vous nous décrivez plus ou moins le projet, son timing et son budget, sans rentrer vraiment dans les détails. Et là-dessus, on commence à vous donner un éclairage sur potentiellement des déséquilibres ou des dépenses qui ne seraient pas éligibles. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci pour ces réponses. On en a fini avec les questions sur les appels à projets. Pour rappel, vos contacts sur les dispositifs de financement français, donc Gérard Martinez, Nadira Lepagno, donc moi-même. Pour la partie Europe, vous pouvez contacter Marielle Campanella. On voudrait dire encore un grand merci à nos intervenants, Paul-Vincent Bonzon du CEA, Thierry Nagelen Orange et Paul Ivaldi de ELA Innovation. Et avant de terminer ce webinaire, je vous demanderai juste de nous consacrer encore une petite minute. Je suis navrée, on a débordé un petit peu sur le timing. On a voulu vraiment vous donner le maximum d'informations possibles. Donc, j'espère qu'on a pu répondre à l'ensemble de vos questionnements. Merci de consacrer une petite minute à notre enquête de satisfaction qui va s'afficher à votre écran. Et nous vous souhaitons une bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup et bonne fin d'année et de bonnes fêtes à tout le monde. Et puis, soyez prêts pour 2021, il y a pas mal de boulot. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.